Je présente Véronique Michaud à ceux qui ne la connaîtraient pas ici, qui est secrétaire générale du club des villes et territoires cyclables. Non, bah, écoute, en fait, moi, je vais avoir un rôle très, très succinct et très subsidiaire. Donc, Véronique Michaud, secrétaire générale du club des villes et territoires cyclables, qui rassemble, je crois, un peu plus de 1300, aux alentours de 1500 collectivités. Alors, à chacun de vous, on a assez peu de temps. C'est vraiment une perspective qu'on essaie de lancer sur une petite demi-heure avant qu'on passe aux ateliers. Mais l'exercice est assez simple. En fait, honneur aux dames, je crois qu'on va commencer par vous. Essayer d'exposer deux excellentes raisons pour que le prochain président de la République, ou la prochaine présidente, allez, on va dire le prochain président, on va être délibérément machiste sur ce coup-là, s'intéresse aux enjeux que Francisco vient brillamment de nous exposer, de la décarbonation, de la transition, du point de vue de la mobilité dans les zones de moyenne densité. Voilà, la parole. Deux raisons chacun, puis on va faire le tour. Moi, je vais même pas, on va pas réellement lancer le débat, c'est vraiment lancer des perspectives sur ces sujets-là, qu'on pourra débattre dans les ateliers, et puis ensuite, mais pour chacun d'entre vous, donner deux raisons maximales de s'intéresser à cette question de la décarbonation dans les zones de moyenne densité. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je n'avais pas réfléchi en termes de deux bonnes raisons, mais je vais essayer de rassembler ma pensée. J'ai un peu envie de dire le pourquoi finalement on l'a bien présenté. C'est presque un peu le comment qui devient la question aujourd'hui. Donc pourquoi et comment enfin le président de la République et un gouvernement, l'État s'intéresserait et prendrait véritablement en charge la question du périurbain et de la mobilité dans le périurbain. Je pense qu'avant tout, il faut qu'on soit, donc je reste un peu sur le comment, meilleur dans nos démonstrations. Parce que comme ça a été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, on est souvent dans des assemblées d'experts convaincus. Je pense que le travail du Shift est intéressant parce qu'il décloisonne et qu'on n'est pas entre spécialistes de la mobilité, mais qu'on évoque bien des dans les domaines d'action qui ont été tout de suite étudiés dans ce travail. La vie de proximité, donc l'interaction et les scénarios combinés. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé passionnant et complexe dans ce travail et qui est assez innovant. Donc ce qu'il va falloir faire dans le travail vis-à-vis du nouveau président, qu'on fait tous d'ailleurs les uns les autres vis-à-vis des candidats, je pense qu'on rencontre tous des difficultés, c'est finalement aller au-delà des représentations qu'ils ont eux-mêmes et du retard, la plupart du temps, qu'ils ont sur l'opinion et les pratiques. Et s'agissant du vélo, par exemple, ils sont tous convaincus, pour reprendre l'expression de Francisco, que le vélo, c'est sympa. Donc on a fait un grand pas en avant. Depuis une quinzaine d'années, on est passé de quelque chose de sympa, si je pense, finalement. Efficace, non. Un puissant levier, non. Les chiffres qu'on sort dans ce travail, absolument pas. C'est de la science-fiction. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le cadre du club des parlementaires pour le vélo que nous avions constitué, donc pendant toute la durée de la législature. On a fait beaucoup de progrès, mais il faut entendre l'accueil qu'on a auprès de notre représentation nationale sur les démonstrations qu'on essaie de faire, où on nous dit « mais c'est pas vrai, c'est pas prouvé, c'est pas démontré ». D'ailleurs, par définition, tout ce qui s'agit tout ce qui concerne la mobilité alternative n'est pas sérieux et pas démontré. Or, on a aujourd'hui des choses robustes, des études robustes, il faut puiser dans ces études. Là, l'intérêt, c'est de les mettre dans des dynamiques, des trajectoires et des scénarios. Donc, finalement, le comment me paraît extrêmement important. Le aussi, peut-être la deuxième raison, c'est convaincre que l'État ne peut pas tout, comme avait dit un Premier ministre il y a quelque temps, mais l'État peut encore dans ce domaine. C'est-à-dire que comme ça a été très bien démontré et synthétisé par Francisco, il y a encore des dispositions, des leviers qui sont du niveau de l'État. On a parlé de fiscalité, la fiscalité écologique, on en parle, on ne la voit pas encore beaucoup. On s'est battu, par exemple, je reviens à mon vélo, mais ça a été un vrai combat pour que l'indemnité kilométrique soit dans la loi transition énergétique. C'était pas gagné. Et on avait un peu le gouvernement d'embuscade qui, à chaque occasion, déposait à minuit des amendements de suppression. Sur la fiscalité, par exemple, incitative pour les entreprises qui achètent des flottes de vélos
et qui donc sont incités fiscalement avec une remise sur l'impôt sur les sociétés, on avait les mêmes tentatives de suppression. Et puis on nous disait, de toute façon, soyez raisonnables, vous n'aurez pas les deux. C'est ou l'IKV ou les flottes. Et on a dit, si on veut les deux, on a eu les deux dans la loi. Le bonus écologique était muet sur le vélo, le décret qui est paru en décembre dernier. Heureusement, à force d'insistance je pense qu'il faut le dire, de la ministre de l'Environnement, malgré Bercy qui avait réussi à empêcher que le VAE soit éligible au bonus écologique, un décret est paru au mois de février qui donc crée une prime nationale pour l'achat de VAE. Donc voilà, l'État a encore un rôle à jouer sur ces dispositions exogènes. Tout n'est pas de l'ordre des collectivités. Dans le système vélo et dans les autres scénarios qu'on a présentés dans la solution endogène mise en œuvre par la collectivité, financée par la collectivité, sans compter que les collectivités connaissent quand même des difficultés financières sans précédent, mais à elles aussi de faire des arbitrages en faveur de ce qui marche, ce qui est un puissant levier, et d'abandonner des solutions qui sont moins soutenables. Mais je crois que voilà. Et je pense qu'il faut peut-être dire au nouveau président de la République qu'il y aura 5 ans pour éviter que, finalement, le sujet du périurbain, moyenne et basse densité, ne revienne s'inviter dans les débats, dans les politiques publiques nationales et dans les campagnes par la fenêtre. Je pense par la fenêtre par 2 choses. La fragilité des populations qui y vivent, on l'a vu, le déclassement réel, la peur du déclassement, les deux faisant qu'on a un type de vote qui aujourd'hui n'est plus une plaisanterie. Mais se banalise. Et puis, j'ai trouvé très intéressant dans la campagne, là, finalement, qui n'est pas finie, il nous reste 3 semaines, on peut avoir de bonnes surprises, mais finalement, la question du périurbain, elle s'invite par le débat, cette préoccupation qu'on a quand même beaucoup entendue sur la dévitalisation des bourgs, des villes moyennes, la vacance commerciale. D'un seul coup, tout le monde sait ce que c'est que la vacance commerciale. Les gens savaient ce que c'était parce qu'il y avait des enseignes fermées et des boutiques, qui ferment dans les villes où ils habitent. Mais oui, d'un seul coup, on découvre qu'il y a un lien avec les grandes surfaces qu'on fait à l'extérieur. Bon, ça, c'est quand même la France. C'est-à-dire qu'on a fait 30 ans de colloques sur l'étalement urbain, on a le diagnostic, on a les raisons, etc. Puis d'un seul coup, clac, ça revient, on se dit, ah mais finalement, oui, c'est vrai que si à Vierzon, tout est fermé, c'est peut-être qu'autour de Vierzon, à chaque entrée de Vierzon, il y a une grande enseigne. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut dire à un président de la République, voilà, mettons ces scénarios-là en place, prenez au sérieux le scénario gisement et le potentiel de ces leviers. Et sinon, dans 5 ans, ça reviendra plus méchamment dans la discussion. Merci Véronique. Oui, sur le pourquoi, c'est clair qu'on ne saurait trop insister sur la question de la vulnérabilité des populations qui sont concernées. Ce dont on est très fier au terme de ce travail piloté par Francisco, c'est qu'effectivement on a des éléments opposables. Dans ce dossier, il y en avait déjà, mais quelque part, on en fait une synthèse. Et au Shift, on est toujours préoccupé d'essayer de trouver le rapport maximal entre coûts et bénéfices en termes de réduction d'émissions de CO2, mais au-delà. Et pour les aspects, pour l'alternative, pourquoi, comment, vous avez tout à fait raison. En politique, je crois que c'est Vladimir Ilitch Ulyanov qui avait dit que la question pertinente était toujours la question comment, jamais la question pourquoi, finalement. Christian, même exercice ? Oui, alors je vais quand même répondre à la question comment ou pourquoi. Je vais répondre à la question pourquoi, sans doute parce que je ne suis pas totalement... voilà. Alors moi, je vais plutôt donner 3 points. J'allais dire, parce que la mobilité, c'est important, parce que le périurbain, c'est important, et parce que la politique, c'est important. Parce que la mobilité, c'est important. Bon, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif. Je crois que le facteur 4 à l'horizon 2050, il est quand même pas facile à atteindre. Et d'ailleurs, il est tellement pas facile à atteindre pour la question de mobilité qu'on le dégrade, puisque le facteur 4 global se traduit par, de mémoire, moins 65% pour le transport. Donc on voit bien que c'est un sujet difficile et il faut vraiment s'y atteler pour qu'on trouve des solutions qui, toutes combinées, et je rejoins bien l'analyse de la dernière slide. Non, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et je pense qu'il faut vraiment combattre
cette monomanie. Généralement, les monomanies ne sont pas bonnes, et celle-là, elle est comme beaucoup d'autres monomanies, pas bonne. Donc, il faut vraiment se préoccuper des questions de transport, et on voit bien à quel point ces sujets sont pas dans la campagne. Bon, il y a eu donc un événement la semaine dernière à l'initiative de Mobilette, mais en dehors de ça, on voit bien que les questions de transport, enfin, dans la campagne, elles sont encore moins traitées que les questions environnementales, qui quand même, pour la première fois, sont quand même au moins abordées, ne serait-ce que marginalement. Deuxième point, parce que le périurbain, c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, on le définit en creux. On peut avoir même une dimension un peu plus large que les zones de moyenne densité dans la carte de Francisco. Je crois que on pense quand même le monde. Enfin, les élites ont une certaine tendance à penser le monde dans sa partie urbaine. Finalement, regardons ce qui va se passer. Hélas, je pense le 7 mai, pas uniquement le 22 avril ou 23, je ne sais plus comment, enfin bref, 23, le 7 mai, parce que je pense que nous aurons la parité dans le deuxième tour, et on verra bien où, enfin, il y aura, mettons qu'il y ait du bleu foncé et du orange dans le deuxième tour. On verra qui a voté orange et qui a voté bleu foncé. Et je pense qu'il faut se préoccuper des territoires. Il faut davantage se préoccuper des territoires qui auront voté bleu foncé que des territoires qui auront voté orange ou bleu clair ou rose ou rouge. Mais ça, c'est un peu moins probable. Voilà. Et ces territoires-là, je pense que dans les zones de moyenne densité, on aura sans doute une surreprésentation du bleu foncé. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que là encore, on est dans quelque chose qui est plus complexe. La mobilité, c'est plus complexe que d'autres secteurs. Les zones de moyenne densité, c'est plus complexe que le milieu urbain et peut-être même plus complexe que le milieu rural. Voilà. Et donc, j'en termine par là, la politique, c'est important parce que cette complexité-là, cette notion de système, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé la photo sur le système vélo, mais c'est vrai aussi pour le système de livraison, c'est vrai pour finalement chacun des points qui ont été traités dans l'étude. On a besoin d'une vision systémique. Pourquoi le covoiturage, le télétravail, il ne marche pas très bien? Un jour, j'en avais discuté avec une personne importante de la DGITM. Et elle m'avait répondu, oh là là, ça, c'est une question du ministère du Travail. Bon, ben voilà, fermez le banc. Donc moi, je ne me sens pas concerné parce que c'est une question de travail. Non, ce n'est pas une question de travail, c'est une question totalement interministérielle. Et donc chacun des départements ministériels, ou peut-être une mission interministérielle, pourrait se saisir de cette question. On a vraiment besoin de repenser la politique en systémique. Que dans nos entreprises, on râle parfois sur le fait qu'on est organisé en silo, mais l'État, il est aussi organisé en silo, peut-être plus que d'autres. Et donc cette dimension interministérielle du développement durable en général, mais aussi de toutes les questions qu'on a parlé, de la question du vélo, elle est importante. Et de la même façon, au niveau territorial, on a besoin de s'organiser en système. Et donc je pense qu'il n'y a pas que des solutions au niveau national, qu'il y a des solutions au niveau territorial. Les différents sujets qu'on a traités peuvent faire l'objet de développement spécifique, peut-être sous forme d'expérimentation dans les territoires, dans une logique vraiment systémique. Et moi, c'est vraiment le mot que je garde le plus de l'exposé fort brillant du conférencier de tout à l'heure, le mot système. Ouais, avant de passer la parole à André, vas-y André, je rebondis sur ce que tu dis. On considère toujours que la mobilité est probablement le volet le plus difficile de la transition. Or, cette étude permet d'expliquer assez simplement que ce qu'on identifie comme étant des investissements lourds, en fait, c'est des questions de changement de pratique, fondamentalement, avec des rapports coût-bénéfice qui sont extrêmement positifs, où finalement, ce qu'on identifie quand on pense transport comme étant des investissements extrêmement lourds, sont finalement une question d'évolution des pratiques et qui sont au bénéfice global de la société. Je crois que c'est un point vraiment fondamental, qu'on a pu, ici on connaît, mais qu'on a pu voilà, à nouveau exposer de manière opposable. André, même exercice. Oui, merci. Alors, pourquoi faut-il s'occuper des zones de moyenne densité? Si je le prends sous un autre angle, 20 millions d'habitants dans les banlieues, 10 millions dans le périurbain, total, la moitié de la population française. Et cette population exprime des besoins
qui ne sont pas satisfaits dans le domaine de la mobilité, mais aussi dans d'autres domaines, l'accès aux soins, l'accès à l'université, à la formation, etc. Et je rejoins Christian, si vous prenez la note numéro 112 de l'IFOP, vous y verrez que le vote Front National est une fonction croissante de la distance au centre-ville. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet. D'une manière générale, il y a une ségrégation géographique en matière d'accès aux services publics. Donc il faut s'en occuper aussi parce que... Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas occupé? Parce que, en gros, historiquement, on a un découpage de la mobilité en deux classes, ce qui fait plus de 80 km, les voyages, l'occasionnel, et moins de 80 km, ou pas de nuitée à l'extérieur, c'est les déplacements du quotidien. Et donc, en gros, l'État s'occupait de tout ce qui est intercité, avec des lignes de chemin de fer, des TGV, des autoroutes, etc. Et le maire des 36 000 communes françaises s'occupe de leurs administrés. Et donc, chacun fait sa ligne de bus, son tramway, son métro ou son RER, basta, ou son périph'. Et personne n'a vu. Et donc, le premier sujet, c'est la tranche des quelques centaines de kilomètres, l'intercité. Le deuxième dont je parle, c'est la tranche de quelques kilomètres. Et personne n'a vu venir, en fait, cette émergence de mon point de vue, troisième tranche, qui est la tranche de quelques dizaines de kilomètres, de la déconnexion croissante entre les lieux d'emploi et les lieux d'habitation, qui n'a rien à voir avec l'étalement urbain, c'est autre chose. S'il y a 850 personnes qui habitent à Montauban ou il y a un TER qui va à Toulouse pour aller travailler à Toulouse en voiture, on ne va pas m'expliquer que c'est l'étalement urbain de Montauban ou de Toulouse qui explique ça. Non, c'est autre chose. Voilà. Et je pourrais dire la même chose pour Le Mans-Paris en TGV ou pour Chartres-Paris en TER ou en voiture ou en n'importe quoi, ou en autoroute. Voilà, donc c'est un vrai phénomène qu'on n'a pas vu émerger et on ne s'en occupe pas parce qu'il n'y a pas d'échelle administrative avec les compétences ad hoc en regard de cette échelle. Si vous voulez, cette échelle, en gros, c'est 80 km. Il n'y a que l'Île-de-France pour lequel, comme par hasard, on a une entité administrative. L'Île-de-France qui est à peu près à l'échelle de l'aire urbaine et qui donc s'est occupée des TER et c'est pour ça qu'on a un partage modal un peu meilleur. Mais ailleurs, ben voilà, personne ne s'en est occupé et le problème est là et ces gens-là, ben, ils expriment leur mal-vivre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, de mon point de vue, on a 2, 3 grandes mutations à l'œuvre. Il y en a une, c'est tout ce qui nous vient du digital. Je n'en parlerai pas, vous le connaissez tous. Mais derrière le digital, il y a cette notion aussi de compétition entre métropoles, de l'économie, de l'emploi, de la croissance. Enfin bref, il y a des tas d'éléments qui sont d'actualité, avec le chômage, voilà, c'est une réalité tout ça. Et il y a une deuxième grande mutation qui est tout ce qui touche à l'humain, les évolutions sociétales, l'économie du partage, l'économie circulaire, la montée des territoires, les bonnets rouges, les Catalans, les Écossais, un retour au territoire d'une manière générale, mon accent ne vous surprendra pas. On pourrait mettre aussi, parler de la transition environnementale, énergétique. Et donc, en gros, on sent bien que la transition des comportements, quelque part, est la seule qui soit capable de s'opposer aux excès de la transition digitale. Qu'est-ce qui va l'emporter? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent qu'il y a deux grandes mutations à l'œuvre et que la politique du laisser-faire n'est pas bonne. Et donc, il faut que nos candidats s'en occupent. Alors, ensuite, chacun, en fonction de sa culture, va choisir. Alors, Francisco, lui, il est plutôt sur... il faut absolument s'appuyer sur la transition comportementale et faire tout ce qu'il a proposé. Moi, vous l'avez compris, je suis un peu à cheval sur les deux. Je dis, ce qui me paraît possible, au fond, c'est de mettre tout de suite à l'œuvre des offres de transport qui sont accessibles rapidement et qui sont résilientes sur la moyenne distance, donc quelques dizaines de kilomètres. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit qu'on a un vrai problème de système vélo en France. J'ai vu sur la liste qu'Olivier Schneider était là. Je ne sais pas où il est. Il est là? Non, il est malade. Ah, il est malade. Ah bon. Bon, on travaille avec Olivier Schneider aussi, et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit que, contrairement aux pays nordiques, en France, en gros, on a quoi? On a des bouts de pistes cyclables qui s'arrêtent au carrefour,
qui ne passe pas à côté du garage à vélo, le service n'est pas là, et donc il y a un vrai problème de mise en œuvre du système vélo. Bien évidemment, ma propension serait de dire, on pourrait déjà, au niveau, ça c'est de la proximité, c'est de la vie locale, c'est à l'échelle de la commune, je suis d'accord pour dire qu'il faut que ça s'interconnecte d'une commune à l'autre. Mais si on faisait déjà un gros effort là-dessus, à l'horizon 2025, ce serait pas mal. Voilà. Merci beaucoup, André. Francisco, tu veux réagir à... Non, mais c'est bien si tu mets en contrepoint un petit peu aux perspectives qui sont ouvertes, là. Il nous reste une dizaine de minutes avant qu'on fasse la petite transhumance. Voilà. Non, moi, ce qui me préoccupe, oui, c'est l'écart qu'on peut avoir entre cette conscience-là des chiffres. Là, l'autre jour, j'étais en train de lire là, le Deadline 2020, c'est ce document-là pour les zones urbaines, hein, des C40, cette association-là des grandes villes, où on disait qu'il faut, ça s'appelle 2020 parce que ce sont des actions qu'il faut mener avant 2020. On est en 2017, ok, donc c'est... Et on parle là de commencer, de s'engager sur une courbe là, pour passer là, de quelque chose de l'ordre de 7, quelque chose, 8 tonnes de CO2 équivalent par habitant pour les grandes villes à quelque chose de l'ordre de 2. Donc on retrouve là des facteurs 4, etc. Donc d'une part, nous avons cette conscience du fait que pour que ça colle, là, le chiffrage, etc., il ne suffit pas de quelques mesurettes comme ça, des choses bien intentionnées, d'un projet pilote ici, financé je ne sais pas comment, un mélange là, des Ulule, Kiss Kiss Bang Bang et un tout petit peu de conseil général. Et il faut vraiment là, des changements très, 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 très structurels. Et des choses qui vont changer là, significativement là, tout ça. Et ça, là, je constate qu'il y a comme une distance très forte. Les gens veulent croire qu'il y a... Il est très difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui est ouvertement contre le covoiturage ou le vélo ou je sais pas quoi. Tout le monde est pour. Tout le monde le trouve super sympa. Et le vélo, il est super mignon. Hein. Mais dès là, à voir, là, c'est pour ça que j'insistais sur le mot échelle, je crois que... un des apports modestes là, de cette étude, c'est de donner une quantification de l'échelle qui est nécessaire pour provoquer un changement important. Et quand des rapports coût-bénéfice, je trouve que c'est fondamental aussi. Et quand je dis important, vous savez très bien, parce qu'on vient de présenter là les chiffres, pour le scénario développement, qui est celui qui existe déjà pas mal des choses qui sont un peu de la science-fiction. Et même là, on est à 25%. C'est relativement parlant, modeste, quand il faut diviser par 4. Donc, cette conscience-là, quand on joue un peu avec les chiffres, on a cette conscience-là, et je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a une conscience à tout un autre niveau. Et ça ne va pas se faire avec quelques projets pilotes et quelques mesurettes à gauche, à droite. Et on va avoir la même conversation dans 4 ans et les chiffres vont être à peu près les mêmes choses. Un dernier commentaire, moi je pense à Olivier qui me disait bien au début, mais pourquoi est-ce que tu veux que ça change? Il disait, le système, c'est Olivier Paul Dubois-Ten, un grand seigneur qui nous a beaucoup aidés et le premier à avoir accepté de faire part des groupes de travail. Et il disait, pourquoi est-ce que tu veux que ça change? C'est un système extrêmement stable. Le mot stable m'a fait perdre là quelques nuits de sommeil, Olivier. Pour dire, là, tout ça est très, très sympa, mais les gens ont aujourd'hui, ils peuvent s'acheter une bagnole pas si chère que ça. Je sais qu'il y a des problèmes, là, il y a des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, etc. Mais nous avons des pubs qui nous rappellent que pour 155 € par mois, tu peux avoir une super bagnole. Et on roule relativement bien, on s'égare partout, etc. etc. Donc, dans les cas spécifiques des zones de moyenne densité, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de voir comment, je reviens à ton mot, comment on peut proposer quelque chose qui va être là accepté, parce que l'option qui restera toujours là est la voiture individuelle, et tout un système qui a été fait pour la voiture individuelle est très bien fait, très efficace. Donc ça, c'est le comment va être là quelque chose de très, très, très difficile à résoudre. Véronique, vous vouliez ajouter un mot? Oui, justement, moi, Francisco me devance, mais je pensais ce matin au rapport que Olivier Paul Dubois-Ten avait réalisé sur la desserte des zones périurbaines. Sauf erreur, il date de 2010 ou 2011. 12. Ah, c'est vrai, c'est parce que vous étiez intervenu, Olivier, en 2011 dans un séminaire que nous avions organisé, donc j'avais un peu d'avance. Donc 2000, où il a été en 2 temps d'ailleurs.
En 2 temps, oui. Et le diagnostic était là, les alertes étaient là, et une bonne partie des mesures qu'on propose étaient déjà là. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Francisco. Et là, c'est plus de la responsabilité du chiffre, mais bien des acteurs. C'est que si on ne fait pas grand-chose, rendez-vous dans 5 ans, exactement avec les mêmes analyses et les mêmes constats. Ça sera un tout petit peu, à notre petite échelle, à la responsabilité du chiffre, puisque le chiffre a cette double vocation d'être un lieu de réflexion, puis, disons le mot, un lobby. Et j'invite tous les gens qui partagent un petit peu les conclusions de l'étude et qui ont envie de nous aider à les porter, notamment auprès des pouvoirs publics, eh bien, à nous y aider dans les mois qui viennent. Ce rapport qu'on présente aujourd'hui est un rapport intermédiaire. L'exercice qu'on va mener ensuite va nous permettre, je l'espère, de parvenir à des conclusions, je l'espère, consensuelles pour un certain nombre d'entre vous et d'entre nous. Et l'étape d'après, pour nous, c'est de faire le portage de ces recommandations, et pas seulement auprès des pouvoirs publics. Vous vouliez ajouter un mot ? Oui, puisque j'étais interpellé, je voudrais simplement donner moi aussi les 2 idées qui vont au-delà du rapport Je vous en prie. que nous avons commis en 2012. La première, merci. La première idée que nous n'avons pas du tout dégagée en 2012 et même dans les années après, c'est la difficulté de tordre le cou aux idées reçues. Parmi les idées reçues sur lesquelles j'essaie de tordre le cou, c'est l'idée de la place de la voiture autonome. Bon. Le nombre de conneries qu'on peut raconter là-dessus est abyssal, et j'espère pouvoir tirer dans le tas avec du 155 dans les semaines qui viennent, puisque le CGI nous donne une occasion d'écrire quelque chose sur la question, mais je vous en dirai plus dans quelques semaines. Et dans l'idée de tordre le cou, c'est en même temps de donner des raccourcis de compréhension aux politiques. Nous avons fait une discussion extrêmement technique. L'exposé de Francisco était remarquable à cet effet, mais il est absolument incompréhensible par la majorité de nos gouvernants, et leur faire comprendre des bases de ce qui est en train de se passer en matière de mobilité, notamment leur faire comprendre pourquoi le trafic automobile est en train de diminuer dans les zones urbaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des résultats pas si mauvais que ça dans les projections de l'ADEME. C'est pas du tout évident, et nous avons aujourd'hui des modèles et des systèmes de compréhension qui sont devenus, je dirais pas obsolètes, mais incomplets pour comprendre ce qui se passe. La deuxième idée, c'est de chercher des leviers, et André nous a commencé à en décrire certains, dans la recherche non pas uniquement des économies d'effet de serre, mais d'autres avantages que pourra en tirer la collectivité. Et vous avez, madame, en dégagé quelques-uns, notamment les avantages sociaux, et les problèmes sociaux, qui sont très importants. Et ces effets de levier, on les trouve où ? Dans les générateurs de trafic. Parce que où est la valeur créée par la mobilité ? Il est dans le fonctionnement des activités qui génèrent cette mobilité, que ce soit l'hôpital, le centre commercial, l'entreprise et ses clients, etc. etc. Et c'est là, quand on analyse la valeur, qu'on trouve le coût réel pour la société de la mobilité, ou plus exactement de l'économie de mobilité que l'on peut faire. Au lieu de traiter la mobilité comme une perte de temps et comme un coût, il faut traiter la mobilité comme une opportunité de créer la valeur dans les territoires, dans les entreprises et à tous les niveaux, notamment celui de la SNCF, qui s'est engagé également très largement dans ce problème de trouver de la valeur dans la mobilité. Et notamment, André, tu as souligné les effets d'entraînement que peut avoir un bon système de rabattement sur la charge des transports collectifs. Donc là, il y a là une recherche de valeur, non pas de diminution de l'effet de serre, mais de productivité générale du système de transport collectif porte à porte, qui est à notre portée et qui serait d'ailleurs un petit créneau pour les véhicules autonomes le jour où ils existeront, c'est-à-dire dans 10, 20 ou 30 ans. Merci infiniment.